tous. Merci de me donner un temps de parole. Donc, moi, je crois que je vais représenter ici un peu la botanique populaire, c'est-à-dire pas de la botanique professionnelle, je suis un botaniste amateur, et témoigner aussi, donc parce que je suis herboriste, paysan herboriste, donc installé en Creuse, donc sur le Massif central, à la Source du Cher, sur la commune de la Source du Cher, depuis 35 ans. Et donc pour produire des plantes médicinales, cueillir principalement des tisanes, des choses comme ça, avec un parcours qui a un peu évolué. Donc j'ai commencé à travailler en ramassant plutôt des grosses quantités de plantes, pas beaucoup d'espèces pour des laboratoires homéopathiques ou pharmaceutiques. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait ça 2 ans. Et ensuite, j'ai plutôt développé une plus grande diversité de cueillettes pour la vente directe. Et depuis quelques années, pas mal de mon temps est passé à la fois à militer pour ce métier qui rencontre quelques difficultés réglementaires, on ne va pas rentrer ça aujourd'hui, mais aussi à transmettre parce que je me suis rendu compte rapidement qu'en fait il y a un engouement très fort que j'ai pu constater sur les plantes médicinales, les plantes compléments alimentaires, les plantes pour la cosmétique, toutes ces plantes à usage. Et rapidement, j'ai pris conscience très vite que ça pouvait avoir un impact vraiment très fort sur la flore. Et voilà, comme j'en dépends complètement, comme tous mes collègues, pour vivre, c'est vraiment la branche sur laquelle on est assis. C'était une expression qu'on avait employée, on est tous assis sur la même branche. Donc très vite, c'est un truc qui m'a tenu à cœur. Donc il y a aussi une bonne partie de mon activité maintenant c'est de la formation. On va parler ça, soit de la formation professionnelle, de la formation grand public, et aussi d'essayer de faire un peu de lobbying en tant que citoyen pour voir comment protéger ce qui me fait vivre et ce que j'aime. Donc là, j'ai un peu 3 casquettes, vous voyez, il y a 3 logos. Le syndicat Simple, c'est un syndicat de producteurs de plantes médicinales qui a été créé dans les années 80, à la suite de stages qui avaient été organisés chez Pierre Le Tagui. C'est des gens qui se sont retrouvés et qui ont voulu un petit peu se fédérer, se rassembler pour montrer comment ils travaillaient, pour échanger entre eux et pour défendre leur profession. AFC, c'est l'Association française des cueilleurs. C'est quelque chose qui est alors simple. Ça a démarré doucement. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, jeune adhérent dans ce réseau, on était 45 producteurs et il y avait 70 adhérents, je crois. Aujourd'hui, il y a 750 producteurs, il y a 1000 adhérents. Donc c'est un peu un thermomètre, quoi. Ça montre un petit peu, ça s'est fait donc sur 40 ans, ça, la progression qu'il y a pour l'intérêt pour ces plantes à usage. L'AFC a été créé beaucoup plus récemment en 2011, on va redire pourquoi, et c'est pareil, on est passé vraiment en quelques années de 0 à près de 300 cueilleurs qui sont adhérents de cette association. Et les Racines Jeunes Pousses, c'est quelque chose qui est encore plus récent. C'est une association qui essaie de transmettre, de faire de la botanique populaire, c'est-à-dire de transmettre des savoir-faire relatifs à la flore d'une manière assez large. C'est pas que l'herboristerie, c'est aussi ce qui concerne les plantes tinctoriales, qui sont aussi quelque chose qui est en redevenir, en essor et qui peut avoir un gros impact sur la flore, parce qu'il faut des gros volumes de plantes pour faire de la couleur avec des plantes. Et l'industrie textile commence à s'y réintéresser. Donc si on veut anticiper, c'est important que les professionnels de ce secteur soient formés. Enfin, voilà, donc on essaie de transmettre un petit peu au grand public et aux professionnels une attention particulière à la flore et par ce biais utilitariste. Donc c'est vrai que quand on est botaniste professionnel, des fois c'est quelque chose peut-être il y a peut-être un lien qui est un peu rompu avec ça. Des fois, on est vraiment sur de la recherche, vraiment presque pour la recherche, pour l'amour de la plante, pour l'intérêt de la plante, ou parce qu'on a compris qu'elle a un intérêt. Mais il faut voir qu'il y a une grande partie de la population qui s'intéresse aux plantes dans la mesure où ça peut lui servir à quelque chose. C'est quelque chose qui peut avoir des impacts négatifs, parce qu'évidemment, qui dit utilité dit consommation. Et si une grande majorité de la population commence à consommer des plantes, ça peut avoir un effet fort. Mais ça peut être aussi un levier, parce qu'il faut reconnaître que souvent, on s'intéresse à quelque chose, on a envie de le protéger ou de le garder, c'est quand on pense qu'il nous sert à quelque chose. Donc l'objet de cette association, c'est aussi essayer de montrer, soit aux amateurs, soit aux professionnels,
que vraiment les plantes ont un lien direct avec leur vie privée, leur vie professionnelle, et qu'ils en ont vraiment besoin, et que ce n'est pas juste un robinet qu'on ouvre et qui est comme ça à disposition. Donc voilà, il y a quelques chiffres qui montrent un peu ce phénomène. Entre 2000 et 2020, on voit c'est 75% au niveau mondial d'augmentation de la demande en plantes sauvages. En fait, ça c'est vraiment parce que en fait, il y a deux types d'industries qui se sont vraiment beaucoup développées depuis les années 2000 et qui utilisent des grandes quantités de végétaux sauvages. C'est l'industrie du complément alimentaire. Donc c'est souvent des anciens laboratoires pharmaceutiques qui, devant les difficultés qu'il y a à mettre des médicaments à base de plantes sur le marché, c'est franchement compliqué. Ça coûte quelques centaines de milliers, voire millions d'euros pour faire des études cliniques. Donc beaucoup sont réorientés vers le complément alimentaire avec un marketing très agressif. Les cosmétiques aussi emploient vraiment des tonnes de plantes, donc on voit que c'est loin d'être négligeable. Donc cette photo-là de Stéphane a été faite sur des journées portes ouvertes au conservatoire à Chavagnac, et ça montre ça. J'ai trouvé qu'elle était un peu symbolique de voir qu'en fait on est très nombreux. On est très nombreux à s'intéresser aux plantes sauvages et à les utiliser. Je suis sûr que dans la foule qu'on voit là, il y a vraiment beaucoup de gens qui consomment des compléments alimentaires ou des cosmétiques, donc ils consomment des plantes sauvages sans même vraiment s'en rendre compte. Donc sur le village botanique, il y a le document de l'UICN qui montre qu'effectivement, voilà, vous le savez tous et toutes, que c'est 15% des espèces qui sont menacées sur la flore métropolitaine. Et voilà, ça a été assez exponentiel. Hein. On consommait 11 000 tonnes de plantes en 1970, 16 000 tonnes en 1974, 23 000 tonnes en 1979, 30 000 tonnes dans les années 90, et on doit être à peu près à 70 000 tonnes aujourd'hui. C'est une courbe qui est beaucoup plus forte que la progression de la population. On n'a pas multiplié la population française par 7 en 40 ans. On a multiplié notre consommation par 7. Donc près de 50 000 tonnes importées. Donc c'est un phénomène un peu mondial. En Europe, il y a une liste d'espèces médicinales menacées qui a été établie par l'UICN. Et voilà, on va trouver des choses assez rares, comme Adonis vernalis, qui est rare dans notre pays, mais des choses très communes, comme Arnica montana, qui était une plante quand même commune en France, ou Gentiana lutea, ou Menianthes trifoliata. Enfin, voilà, il y a à peu près 150 espèces, et parfois, dans certains pays européens, ça peut être des espèces qui peuvent peut-être nous surprendre. C'est pour ça moi j'essaie d'attirer toujours l'attention dans les formations, parce qu'on est tous des consommateurs, qu'on soit botaniste, qu'on soit producteur de plantes, qu'on soit médecin, ou qu'on soit teinturier, ou designer textile, on est tous consommateurs. Et ben, en Europe du Nord, notamment, Rosa canina a été classée en danger d'extinction en Finlande, comme la Sambo officinale. Et Crataegus sp, c'est pas précisé, est classé en vulnérable, de même qu'Allium ursinum. Donc on voit que ça ne concerne pas que des plantes rares. On est à un tel niveau de consommation que, en fait, ça peut concerner toutes sortes de plantes. La prise de conscience, ça s'est faite vraiment assez tardivement par rapport à cet impact de la consommation ou de la cueillette sur la flore. Donc peut-être un des premiers documents non officiels, mais donc professionnels, qui a parlé de cueillette et de préservation de la cueillette en 1982, donc c'est quand même assez ancien, mais ça restait très sommaire. C'est le cahier des charges simples. Donc simple, c'est ce groupe de producteurs dont vous avez parlé. Très tôt, dès la fondation de ce syndicat, la préservation de la ressource a été un peu au cœur des préoccupations. En fait, ce qui se passe, on en reparlera un peu plus tard avec Fabienne, qui est à côté de moi, c'est qu'on est ce qu'on appelle un peu des sentinelles. En fait, on dépend tellement de cette ressource, et quand on va l'accueillir, c'est une relation directe, donc on voit rapidement qu'effectivement, il faut faire attention. Mais les choses ont avancé vraiment doucement. Dans les années 80, il y avait eu un travail qui avait été fait par le ministère de l'Environnement. Il y avait Solagro qui avait travaillé là-dessus. Il y avait le Conservatoire national des plantes médicinales de Milly-la-Forêt. Et il y avait un guide qui avait été fait pour la cueillette des plantes sauvages, très, très incomplet, très sommaire. Il y avait seulement une cinquantaine d'espèces qui avaient été listées, et avec beaucoup de cases qui restaient en blanc, mais c'était un premier travail.
Et malheureusement, ça n'avait pas continué. Et en 89, il y a eu quand même aussi un document administratif, enfin un arrêté ministériel en 89, qui avait pris en compte cette problématique de la cueillette des plantes médicinales pour la préservation de la ressource. Donc c'était 52 taxons qui avaient été listés et qui peuvent faire l'objet d'une réglementation. Donc on en est toujours là. En 89, ça remonte un peu, l'état de la flore a changé, je crois qu'on l'a vu dans toutes les communications. Là. La loi, pour l'instant, n'a pas changé et on est toujours sur cette vieille liste et qui peut donc... et en général, les préfectures qui doivent normalement faire appliquer ça sont souvent pas très bien au courant, mais donc il peut légiférer ou réglementer l'accès à la ressource. Alors, il y a quelquefois, pour certaines espèces, on autorise ce que la main peut contenir, c'est-à-dire qu'on réserve la cueillette à une cueillette familiale aux cueilleurs du dimanche, ou parfois on peut faire le choix d'interdire la cueillette pour quelques années. C'est un outil qui est finalement peu... Déjà, il est vieux, il est obsolète, mais en plus, il est, à mon avis, très peu utilisé. Et quand on est en tant que cueilleur, là je témoigne en tant que cueilleur, et je me rappelle au début où je cueillais, donc dans les années 90, au début des années 90, et si je téléphonais à la préfecture pour savoir ce qu'il en était de la possibilité de cueillir, moi j'étais vraiment néophyte à l'époque, de l'arnica ou des jonquilles, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément ça, et ben en fait on me disait qu'on n'en savait rien et qu'on connaissait même pas ce texte. Donc voilà, on en était un peu là. Il y a quelque chose peut-être qui a fait bouger les lignes. Simple bénéficie à un avantage au bout de 40 ans d'existence, mais déjà même depuis une vingtaine d'années ou 25 ans, il y a une espèce de possibilité de réunir pas mal de public. Et donc tous les ans, pendant une dizaine d'années, maintenant de manière plus aléatoire, on fait des rassemblements nationaux. Comment? Non, c'est juste pour dire qu'il vous reste 10 minutes. Et je suis à combien là? 10 minutes, ok, je vais essayer de faire vite. Merci. Ouais, je suis très bavard et j'ai du mal à gérer mon temps. Et en plus, c'est ce qui m'inquiète depuis que je suis arrivé ici, c'est que je n'ai pas trop l'habitude de ce format. Souvent, moi, j'ai plus de temps devant moi. Donc, je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc, en 2007, on a fait ce rassemblement national et ça rassemble, ce qui est intéressant, de grand public. Donc, vraiment, monsieur tout le monde et beaucoup de consommateurs. Et ça rassemble en général entre 3 et 5 000 personnes. Donc, on touche quand même pas mal de gens. Et le thème en 2007, ça avait été la ressource, justement. Et les problématiques qu'il y avait autour de la ressource, et est-ce que la flore est capable de supporter la pression de la consommation des plantes médicinales et aromatiques. Et quelques années plus tard, ça a abouti à la création de l'AFC, donc l'Association française des cueilleurs, dont j'ai parlé au début, qui rassemble 300 adhérents. Et l'idée, ça a été de... Puisqu'on trouvait que ça ne bougeait pas beaucoup au niveau de l'État et au niveau des pouvoirs publics, on s'est dit on va se prendre en main et on va essayer peut-être de travailler ensemble pour éviter d'avoir des choses après qui vont nous venir d'en haut avec des gens qui ne seront pas forcément du terrain. Et on a essayé de rassembler autour de nous des scientifiques. Donc on s'est rapproché dès 2007. D'ailleurs, moi j'avais invité le Conservatoire des Alpes, le Conservatoire du Massif central à la Fête des Simples de Rozan, là où on avait évoqué cette question de la ressource. Et de la création de l'AFC, on s'est rapproché de conservatoires. Donc les premiers qui avaient répondu présent, c'était le Conservatoire du Massif central et le Conservatoire de Pyrénées, Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, ça a avancé. Donc ça a permis de faire un peu un état des lieux et de voir c'était quoi la réalité de la cueillette en France. Et donc il y a eu notamment 3 études qui ont été faites par les conservatoires. La première, c'était Violaine Lepoint qui avait fait ça en 2000, enfin ça a été publié en 2012 pour le Conservatoire du Massif central, et qui a montré qu'on était assez loin des 52 espèces identifiées dans l'arrêté ministériel de 89, on était plutôt sur à peu près 400 espèces. Ça a été confirmé 2 ans plus tard par le Conservatoire des Pyrénées, qui lui aussi, en faisant des enquêtes de terrain auprès des cueilleurs, enfin voilà, en réunissant tous les matériaux qu'on pouvait avoir et en faisant pas mal d'entretiens, est arrivé à 400 espèces. Et la dernière en date, c'est le Conservatoire alpin, où là, donc, elle a été encadrée par Luc Garot et Laurent Chabert. Et on voit que finalement, sur le massif alpin français, on est plutôt à près de 1000 taxons qui font l'objet de ramassage commercial, dont certains rares, dont certains protégés. Et voilà, donc cette prise de conscience, c'est important, mais souvent ça reste quand même malheureusement un petit peu confidentiel. Et c'est pour ça que je pense que les événements grand public, c'est important pour faire prendre conscience de ça au public qui ne s'en rend pas forcément compte.
Et on voit encore beaucoup dans la presse, dans des revues ou dans des livres de phytothérapie, la promotion implicite de plantes comme, je ne sais pas, Lycopodium clavatum ou Drosera ou Paeonia, qui sont encore dans des livres récents et récemment publiés, présentées comme des plantes médicinales intéressantes pour soigner la toux ou des choses comme ça. Donc il y a encore un vrai travail à faire pour faire avancer la prise de conscience que même s'il y a des remèdes qui sont intéressants, ils ne sont plus forcément disponibles. Là, j'ai mis quelques plantes phares de la cueillette et quelques chiffres. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire d'éducation et surtout un peu mettre la pression aux industriels, parce que vous voyez, il y a des gros sous qui se font, c'est juste les compléments alimentaires, on ne parle même pas des cosmétiques. Et vous voyez l'ampleur que ça a au niveau social. 60% des Français consomment des compléments alimentaires. Et une grande proportion sont des consommateurs réguliers. Ça concerne tous les milieux. Voilà, ça peut être les genépis là sur une moraine de Haute-Savoie, la gentiane, la première plante sauvage récoltée à l'état sauvage en tonnage en France. On dépasse encore les 1000 tonnes. Les stations auvergnates s'épuisent. Maintenant, les cueilleurs vont facilement plutôt côté Pyrénées, voire même du côté espagnol, parce que Massif central, si on continue à ce rythme-là, je pense que dans 20 ans, on verra cette photo-là, on pourra le voir encore, parce que ça, c'est à Chaux-de-Four. C'est une photo que j'ai faite à la réserve. Mais c'est vrai que si on va dans la réserve de Chaux-de-Four, on voit très bien où est la limite de la réserve. On n'a pas besoin de la carte, parce que d'un côté de la clôture, c'est zone de gentiane, de l'autre côté de la clôture, il n'y a plus rien. Rhodiola, en bas. Rhodiola, c'est quand même pas une plante en termes de surface de territoire sur le territoire métropolitain, c'est pas grand-chose. On est quand même c'est un biotope quand même particulier. Et comme c'est une plante qui a bénéficié d'un énorme marketing, comme la plante anti-stress, la plante anti-vieillissement, la plante pour avoir une meilleure note à l'examen et pour paraître 6 mois de moins, il commence à y avoir des cueillettes familiales, du coup, pas forcément professionnelles, mais des gens qui montent en Chartreuse ou en Savoie ou dans les Pyrénées pour aller arracher Rhodiola. Donc il y a ce vrai travail d'éducation. Au centre, c'est le thym, donc ça peut concerner des plantes banales comme le thym ou l'ail des ours. L'ail des ours, parce que là aussi, c'est un produit qui a bénéficié d'un grand marketing pour faire les pestos, ça qu'on trouve maintenant au supermarché. Et donc il y a une pression forte sur cette plante banale. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 2000, le Québec a été obligé de mettre en défense l'ail des ours et interdire sa cueillette, tellement il y a eu une pression, parce que pareil, c'était passé dans la grande distribution et dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. En fait, ça s'accommode assez mal, cueillette sauvage et industrie. Et le thym au centre, il est là parce que là, c'est le réchauffement climatique qui est clairement, le dérèglement climatique qui clairement le menace, et ça commence à être une vraie inquiétude pour les cueilleurs. Alors, le thym ne va pas être une espèce pas disparaître de la flore de France, mais il y a deux niveaux, et c'est pour ça que des fois le partenariat entre les cueilleurs et les conservatoires est intéressant, parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre la présence d'une plante dans une maille et son potentiel de cueillette. Et si on fait une carte, par exemple pour Arnica montana, de la présence, il y a encore beaucoup de mailles, c'est encore une plante qui reste commune en France et qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. Mais si on fait une carte pour son potentiel de cueillette, et notamment pour l'industrie cosmétique, on fait beaucoup de pommades à l'arnica, et bien en fait il reste un site. Il reste un site de quelques centaines d'hectares dans les Vosges, sur le Markstein. C'est là où se retrouvent tous les cueilleurs qui travaillent pour Velleda ou pour Boiron ou pour les grands opérateurs. Et on n'est plus du tout sur la même cartographie. Donc voilà, donc faire ce lien, je crois, est important. Après, il y a quelque chose qui est un problème aussi par rapport à la flore, c'est qu'une telle demande de plantes sauvages, eh ben, pour répondre à la demande des industriels, on met en culture et avec des méthodes qui sont très loin de soutenir une diversité. Donc là, c'est un peu... Moi, ça m'a choqué. C'est vrai, ce panneau, j'ai fait comme quand on voit une plante rare dans le fossé, on fait un coup de frein, on fait une marche arrière, puis on va voir ce que c'est. Et en fait, c'est dans l'enclave provençale de Valréas,
en Drôme provençal, il y a une petite enclave du Vaucluse. Et donc c'était au moment où la lavande avait été classée par l'Europe comme produit chimique. Et donc, vous voyez, la diversité, ça peut être vu de différentes manières. Vous voyez, en bas, aidez-nous à sauver notre diversité. Et c'est vrai, quand on regarde le champ de cette lavande, en fait, au niveau de diversité, c'est un peu zéro. Mais c'est des surfaces qui sont quand même assez considérables. C'est à peu près 25 000 hectares, lavande et lavandin, en France. Il y a environ 20 000 hectares de lavandin et 5 000 hectares de lavande. Et c'est 85% de ces surfaces qui sont un clone. C'est le Grosso, c'est un clone de lavandin. Donc voilà, ça aboutit, d'une part, dans ces 25 000 hectares, à une disparition à peu près totale de toutes les plantes, toutes les adventices possibles, de toutes les méchicoides et tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça va au-delà de ça. Ça a par exemple aussi abouti dès les années 80 à des problématiques sanitaires graves, ce modèle agricole. Donc il y a un phytoplasme de Stolbiur là, qui est transmis par une cicadelle et qui a déclenché un véritable dépérissement de ces champs de lavande et qui s'est propagé dans la flore sauvage et qui se propage dans les labiers sauvages qui avoisinent les parcelles du plateau de Valençol ou de tous ces endroits-là. Donc là aussi, je pense que en tant que citoyen, et ici peut-être administrateur, je ne connais pas tous les gens qui sont dans la salle, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi remonter ça, qu'il faut faire attention à quelle agriculture on veut pour les plantes médicinales, parce que c'est ça qui fait le gros de la troupe. Ça, c'est 90% de ce qu'on peut consommer quand on achète des huiles essentielles, que ce soit... moi, je balance un peu, allez, que ce soit Floram ou Aromazone ou quoi, ça vient de champs comme ça. Et c'est ça qu'on encourage. Et je sais que donc on va enfin, sans doute, bientôt avoir une révision de la liste des espèces protégées. Et je ne sais pas, ça va être très compliqué à mon avis. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup dans l'arrêté de 82 et que je ne voudrais pas revoir dans le nouvel arrêté, mais qu'à mon avis, on va se retaper. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous pression pour que ça n'existe pas. C'est que toutes ces préconisations pour éviter la disparition des espèces, la fin de la phrase, elles ne sont pas applicables aux parcelles habituellement cultivées. Donc ça, je trouve que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème démocratique. Ça veut dire que les agriculteurs intensifs, comme on peut voir là au centre de la photo, et ceux qui font la majorité de la production des plantes médicinales en France, en fait, ils sont... c'est un État dans l'État, et ils sont hors la loi, et ils ne respectent pas la diversité des plantes, quoi. Et c'est vrai que les subventions, alors je sais que le petit drapeau n'est pas loin, mais qui ont été allouées à la filière des plantes médicinales, c'est spécialement pour les filières longues et que le gros de l'argent qui a été mis sur la table, c'est pour développer ce type d'agriculture. Donc ça, je pense qu'il faudrait vraiment y faire attention. On ne peut pas, d'un côté, en tant que contribuable, payer des impôts pour faire fonctionner des conservatoires qui font tant bien que mal essayer de faire de la connaissance de la flore, d'éviter cette disparition de la biodiversité. On ne peut pas avoir ça dans tous les discours politiques et en même temps développer des filières qui font une diversité zéro et qui mettent en plus en danger ce qui les entoure. C'est un peu en tant que témoin là, que j'avais envie d'intervenir aujourd'hui. La forêt, c'est pareil. Ça, c'est une photo que j'ai faite tout près de chez moi. Et ça fait donc 35 ans que je cueille des plantes. En forêt, on trouve beaucoup de plantes médicinales. Mais aujourd'hui, c'est ça qui avance, et aussi avec la bénédiction des pouvoirs publics et avec de l'argent public, avec nos impôts, parce qu'il y a vraiment une politique, vous le savez, qui encourage à faire des coupes rases et replanter en résineux pour fournir la filière bois, la forêt usine. Je fais très vite. Encore 2-3 minutes, si on veut laisser le temps un petit peu aux questions. Ouais. Et donc, c'est très choquant. Il y a aussi quelque chose que je pense qu'on doit aussi essayer de faire quelque chose pour faire attention à ça. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est l'accès aux plantes. Et par exemple, il y a de plus en plus d'endroits où des propriétés, ça c'est la loi de février 2023 qui était visait à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. C'est une loi, au début, moi j'étais content parce que je me dis, tiens, en Sologne, ils vont plus pouvoir, le gibier va pouvoir circuler, mais plus les randonneurs et plus les cueilleurs.
Et donc voilà, il y a un exemple par exemple dans les Vosges où il y a 60 hectares de forêt qui ont été rachetés par un groupement forestier, Scop, il s'appelle, et qui interdisent l'accès aux cueilleurs, aux randonneurs, aux promeneurs, au nom de la protection de la faune et de la flore sur le massif, bien sûr. Donc ça, c'est un peu les changements. Alors, il y a toujours l'envers et le bon côté de la médaille, c'est que finalement une telle violence faite par l'agriculture industrielle et par la filière forestière, ça soulève pas mal de... Et là, je trouve qu'il y a un beau levier, ça soulève pas mal d'initiatives citoyennes. Donc voilà, c'est Canopée, c'est Forêt en Vie, c'est Olécime, Réseau de la forestière. Il y a vraiment toute une... plein de citoyens, Réseau des vieilles forêts en Auvergne, là, j'ai vu que sur le village botanique, il y avait une présence des pliants. Il y a plein de citoyens qui se réveillent, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse du lien entre nous, où qu'on se trouve, qu'on soit de n'importe quelle profession, pour se rassembler et essayer de faire quelque chose pour résister à ça. Et parfois ça marche. Là, l'affiche à droite, le bois du chat, c'est un bel exemple sur le plateau de Mille Vaches pour montrer que parfois les tronçonneuses reculent, quoi. Malheureusement, souvent c'est sur des petits espaces, mais c'est assez encourageant. L'engouement c'est aussi la disparition. C'est des choses toutes bêtes, mais il y a eu un énorme mouvement citoyen qui était Nous voulons des coquelicots. Et ben, la disparition de la diversité dans les espaces non forestiers, des bleuets, des coquelicots, c'est tout bête, mais ça touche le public. Et donc, on voit un engouement très fort pour l'apprentissage de la botanique. Alors, comme le MOOC de la Botanica, avec près de 100 000 participants, il y a plein, depuis des dizaines d'années, bon, ici à Lyon, il y a l'École lyonnaise des plantes médicinales qui délivre un enseignement de reconnaissance des végétaux. Sur l'Ardèche, donc c'est aussi Massif Central, il y a l'Association pour le remède d'arboristerie. Sur le plateau de Mille Vaches, il y a la station universitaire de Limousin. Bon, il y a l'association que j'ai créée chez moi, Vieilles Racines des Jeunes Pousses. Voilà, il y en a plein, on ne peut pas tout citer, mais ça fait quand même des milliers de gens. C'est pas négligeable, hein. Je crois que l'école lyonnaise, c'est à peu près 1 millier d'élèves. Donc, Tela Botanica, c'est près de 100 000 personnes. Mon association, un peu perdue au fin fond de la Creuse l'an dernier, c'était près de 400 stagiaires. Donc, c'est quand même des milliers de gens qui s'informent, qui se forment. Et c'est une vraie demande. Il y avait un sondage qui avait été fait par BVA en 2018 pour Chlorane et qui a montré que 91% des Français, donc c'est un chiffre énorme, trouvaient que c'était important que leurs enfants aient des connaissances sur les végétaux. Et seulement 4% jugeaient que leurs enfants connaissaient suffisamment les végétaux. Et pour 80% des personnes interrogées, ça provenait d'une place insuffisante dans l'éducation. Alors, comment réagit le politique? Eh bien, faiblement. Mais il y a quand même quelques signes encourageants. C'est quelque chose qu'il faut s'emparer parce que pour l'instant, ça dort dans un tiroir au Sénat. Et c'est une mission d'information qui avait été conduite par Joël Labbé, qui était sénateur du Morbihan. C'est lui qui a fait la loi Labbé pour interdire les pesticides dans les lieux publics et la vente aux particuliers. Donc c'est quelqu'un finalement qui aura eu pas mal d'impact sur la flore rudérale, un impact positif, parce que cette loi, chapeau, d'avoir réussi à faire voter ça et trouver une majorité. Et il avait voulu faire quelque chose autour des plantes médicinales et de l'arboristerie. Et donc il a réuni toutes les composantes politiques du Sénat existantes, donc des républicains à la gauche. Ce n'est pas tout à fait les mêmes formations qu'à l'Assemblée. Et il y a eu 39 recommandations qui ont été adoptées. Et donc, pour l'instant, ça dort dans un tiroir, comme plein de textes comme ça. Mais je pense qu'il faut les ressortir, les faire remonter, leur donner de la visibilité, et notamment des choses positives. Donc, créer des jardins botaniques dans les écoles, structurer un observatoire de la cueillette, ça, l'AFC est en train de construire cet outil-là, fixer un objectif de 50% des surfaces en bio à 2025. Ça, on n'y arrivera pas, j'en suis sûr, mais c'est des choses qu'il faut faire remonter et qu'il faut faire ressortir. Ce document, il est sur le site du Sénat. Ça s'appelle « Les plantes médicinales et l'arboristerie à la croisée des savoirs ancestraux et enjeux d'avenir ».
On voit aussi, c'est instructif, les vidéos des gens qui ont été auditionnés, donc on voit la position de tous les gens qui gravitent autour des plantes médicinales, et c'est assez intéressant. Bon, je vais aller un peu plus vite que je voulais. Je vais m'arrêter là, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des formats aussi courts. Et voilà, donc je voulais vous remercier de votre attention. Je voulais juste passer sous forme de questions, parce que Fabien est beaucoup plus impliqué que moi dans l'AFC, même si moi j'étais un des membres fondateurs, j'ai pris un peu de recul, et donc il y a des choses intéressantes qui se passent. Et je voulais, avec la petite phrase en dessous, faire un petit clin d'œil à Pierre Le Tagui, à qui je dois beaucoup cette vision politique que j'ai des plantes et du monde et de mon métier, et voilà, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et je vous remercie de votre attention. Merci.